Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui à analyser la croissance de l'entreprise et plus particulièrement la croissance de la PME en tant qu'ambition entrepreneuriale. Pour aller plus loin dans la compréhension de ces enjeux, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bertin Naoum, qui est chef d'entreprise d'une entreprise jeune et en forte croissance, la société MedTech, implantée à Montpellier et qui est un acteur majeur du marché français de la robotique chirurgicale. Bertin Naoum, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 2012, la revue canadienne Discovery Series a établi un classement mondial des entrepreneurs high-tech les plus révolutionnaires et vous a classé en 4e position, juste après Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient Bertin Naoum? Écoutez, avant toute chose, c'est vrai que ce classement fut une vraie surprise pour nous, une agréable surprise. Ça a été l'occasion de donner un coup de projecteur sur la société. Je dirais que plus généralement, ce fut un réel honneur de voir le travail d'une équipe, puisque c'est le travail d'une équipe, qui a été reconnu à l'occasion de ce classement, puisque, encore une fois, je dirais qu'au-delà du classement qui, bien évidemment, peut toujours être remis en cause, ce qui est intéressant, c'est que finalement, lorsqu'une équipe, en l'occurrence, a cherché à mettre en valeur un certain nombre d'innovations de par le monde, ils ont considéré que le travail que nous effectuions était suffisamment intéressant pour être mis en lumière. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise et maintenant à la développer? Alors, je m'appelle Bertin Naoum, je suis donc le fondateur de MedTech et je suis ingénieur de formation. J'ai fait une partie de mes études en France, à l'INSA de Lyon, et également en Angleterre où j'ai obtenu un Master of Science en robotique. Je n'étais donc pas vraiment prédestiné à travailler dans le secteur de la santé, et c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert la façon dont la techno peut être utilisée au service justement de la santé. C'était à l'occasion d'un projet de fin d'études, à l'époque en collaboration avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Et puis au-delà du sujet, ce fut une vraie révélation pour moi, et à partir de là, j'ai décidé de consacrer mes compétences d'ingénieur au service de la santé. C'est donc tout naturellement que j'ai commencé, je dirais, ma carrière dans une start-up à l'époque, une start-up grenobloise qui était pionnière dans ces technologies d'assistance à la chirurgie. Puis après, mes expériences m'ont amené à travailler pour différentes sociétés, en général, je dirais des start-up françaises, américaines. Et puis, au bout de quelques années, ayant appris beaucoup de choses sur le terrain, j'ai décidé de me lancer. En fait, j'avais accumulé un certain nombre d'idées. Et donc, j'ai démissionné et j'ai créé MedTech. Voilà la genèse de la société. Alors, très concrètement, qu'est-ce que vous produisez, pour qui et où? Alors, MedTech est une société qui fabrique, qui commercialise et qui, bien évidemment, donc, développe, conçoit des robots pour la chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale. Notre robot s'appelle ROSA, et c'est un espèce de GPS pour chirurgien qui va guider la main donc, du chirurgien dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau et de la colonne vertébrale. Alors, MedTech est une société 100% française. C'est une société qui est cotée en bourse, mais en tous les cas, qui est 100% française. On est installé à Montpellier, où nous fabriquons, nous concevons nos robots. On a également une filiale aux États-Unis, parce que les États-Unis sont le marché aujourd'hui le plus rapide en termes de développement. Et donc, c'est une technologie qu'on peut dire 100% française. Alors, en quelle année vous avez créé l'entreprise? Alors, MedTech a été créé en 2002. J'ai créé MedTech en 2002. Et en fait, je n'ai pas commencé immédiatement par la technologie ROSA, c'est-à-dire dans le domaine du cerveau et de la colonne vertébrale. On a développé un premier robot qui était pour la chirurgie du genou. À l'époque, ce robot s'appelait Brigitte, un nom féminin également. Et il était utilisé pour la chirurgie dite mini-invasive du genou, c'est-à-dire pour aider les chirurgiens dans les opérations du genou, des poses de prothèses de genou en particulier. Donc on était une petite équipe, encore plus petite qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque on était 4 ou 5 salariés. Et on a développé de A à Z ces technologies, obtenu les certifications réglementaires européennes, américaines, et après on a été approché par un très grand groupe américain qui s'appelle le groupe Zimmer, qui est le leader mondial de la chirurgie orthopédique, et qui nous a fait une offre de rachat de la société, dans un premier temps. Et puis après négociation, on leur a dit finalement, nous, ça ne nous intéresse pas de devenir salarié d'un grand groupe. Donc on a conclu en fait une offre de cession du portefeuille de brevets de cette technologie. Et donc ça, c'était en 2006. Et donc, à partir de 2007, avec le fruit de ces transactions, on a réinvesti dans un programme de recherche au terme duquel le robot ROSA est né. Donc ça fait 14 ans, c'est ça, que vous êtes créé? Actuellement, vous avez 70 salariés, et donc il y a une croissance forte. Alors est-ce que vous expliquez pourquoi cette croissance? Qu'est-ce qui explique cette croissance?
On dit souvent que c'est la vision du dirigeant, la représentation qu'il a, qui va pousser la croissance, ou plus que le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre vision, ou est-ce que c'est la réalité économique qui a conditionné finalement la croissance de l'entreprise? Alors, je vais parler que de notre cas, du Oui. cas de MedTech. Pour Oui. les autres, je ne sais pas, mais dans le cas de MedTech, il faut d'abord signaler le fait que deux choses. MedTech a une situation un peu particulière, puisque comme je l'ai dit, en fait, on a une première vie de 2002 à 2006-2007, on a développé une première techno, et on a revendu ce qu'on peut appeler notre fonds de commerce. Donc, en 2007, on est reparti à zéro. Donc, bien que la société, aujourd'hui, officiellement, ait 14 ans, en vérité, c'est comme si elle a été recréée en 2007. Puisqu'en 2007, on a reparti de zéro, si je puis dire, même si on avait l'essentiel, c'est-à-dire la matière grise et puis un peu de finance. Ça, c'est la première chose. Donc, et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut préciser que entre la création de MedTech en 2002 et jusqu'en 2012, en 2013, pardon, date de l'introduction boursière de la société est passée de 3 à 4 salariés à une quinzaine de salariés. Donc en fait, on a une croissance extrêmement lente en effectif pendant près d'une grosse dizaine d'années. C'est que depuis l'introduction boursière de la société en 2013 que la société a accéléré de façon très importante, je dirais, en termes d'effectifs. Et donc ça répond en partie à votre question. Ce qui était à l'origine, effectivement, de cette croissance très forte, c'est l'introduction boursière de la société, et notamment, en particulier, les moyens financiers qui ont été levés à cette occasion, puisque au moment de l'introduction boursière, on a levé 20 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est les moyens qui vont entraîner la croissance, ou est-ce que c'est l'envie de croissance qui vont entraîner la recherche de moyens? C'est les deux, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une démarche, une volonté, je dirais claire, de faire croître la société, et qui nous amène à un moment de s'inscrire dans un processus d'introduction boursière de la société, et donc de levée de fonds dans ce cadre-là, et ensuite, après, effectivement, l'application, l'exécution, les moyens, bien évidemment combinés à la stratégie, qui permet à la société de croître de façon rapide. Alors, est-ce que pendant cette croissance, votre métier de dirigeant a changé? Ou est-ce que vous faites la même chose au quotidien? Bien sûr, je crois que le métier a fortement changé. Le métier de dirigeant que j'appliquais lorsque MedTech était une société de 4 ou 5 salariés, et qui avait une activité quand même essentiellement de recherche et développement, ce métier donc de dirigeant est très différent du métier que j'exerce aujourd'hui, à la tête d'une société de 70 salariés, avec dont 25 aux États-Unis, avec une filiale donc aux États-Unis qui réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires en dehors de la France. Donc effectivement, le métier a complètement changé. Alors, actuellement, en quoi consiste le métier d'un chef d'entreprise de 70 salariés dans le high-tech, les tâches quotidiennes, venir faire un MOOC à l'Université de Montpellier, mais... Fondamentalement, je dirais que le métier est toujours le même. Simplement, c'est dans sa réalisation qu'il change très fortement. Le même, c'est que ça reste un métier de chef d'orchestre. Mon métier en tant que dirigeant, c'est je dirais de coordonner les différentes activités de la société pour permettre à la société de réaliser effectivement ses objectifs. Simplement, lorsqu'une société a 4 salariés et a essentiellement une activité, ce n'est pas effectivement le même travail de coordination que le travail auquel je suis confronté aujourd'hui, dans une société qui, effectivement, comme je le disais précédemment, réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en dehors de la France, avec des équipes à l'étranger, qui opèrent sur différents continents. Voilà, c'est ça qui change complètement ma façon d'opérer. Et l'introduction en bourse, est-ce que ça a généré des modifications dans la façon de gérer l'entreprise, ou dans la façon de prendre les décisions, ou de rendre compte peut-être de ce que vous faites? Tout à fait. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société, cotée en bourse, bien évidemment, est tenue à un certain nombre d'exigences en termes de reporting, en termes de visibilité, en termes de gouvernance. Donc ça, et je pense que c'est d'ailleurs extrêmement important pour une société, puisque c'est très structurant. C'est très structurant, on est contraint, et donc effectivement, ça nous amène à accélérer un certain nombre de processus de bonne gouvernance que l'on aurait été amené de toute façon à mettre en œuvre. Mais plus généralement, je crois que pour MedTech, ça a été en tous les cas une étape extrêmement importante, décisive, pas uniquement pour les aspects financiers que j'ai décrits précédemment, pas uniquement pour les questions effectivement donc, de structuration de la société, mais également pour une question de crédibilité, une question de visibilité. Et puis, un élément aussi qui me paraît important, c'est que ça a été un formidable sujet, je dirais, c'était un sujet qui a permis de réunir l'ensemble de la société, de motivation pour la société. Chez MedTech, on a une politique
qui consiste à ce que l'ensemble des salariés soient actionnaires de la société. Au travers de stock options, tous les salariés sont titulaires de stock options et donc sont intéressés directement à la réussite de la société. Et donc, je dirais que ça a été un projet extrêmement mobilisateur pour l'ensemble de l'équipe. Alors, il y a un grand spécialiste de la création d'entreprise et du développement de l'entreprise a expliqué dans les années 70 que la croissance générait des crises de leadership, des crises de la paperasserie, par exemple. Est-ce que vous avez eu l'impression de traverser ce genre de crise avec des difficultés liées à la croissance, ou est-ce que la croissance de votre entreprise s'est faite naturellement, sans heurts, facilement et s'il y a eu des crises, comment, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et nous montrer comment vous avez contourné la crise, dépassé la crise? Alors bien évidemment, la société a été confrontée, et le sera encore, à un certain nombre de difficultés, qu'on peut appeler crises, dans sa croissance. Je dirais que d'une façon générale, on n'est pas nécessairement préparé, effectivement, à gérer la croissance d'une société. Et je dirais que c'est une problématique qui est constante, en particulier, je pense, dans les sociétés françaises, où on n'a pas nécessairement l'habitude, où on ne se projette pas nécessairement dans des sociétés de taille relativement importante. Et donc, il y a toute une problématique qui est liée à la croissance de la société, qui n'est pas facile à gérer. La première étant tout simplement la gestion de l'humain. Ce qui fait fonctionner les sociétés, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Et donc, la gestion même de l'humain est un élément extrêmement important à prendre en compte et auquel on n'est pas toujours nécessairement préparé. Et justement, est-ce que les nouveaux salariés de l'entreprise ont la même conception d'entreprise que les anciens? Comment on arrive à intégrer, à partager la culture de l'entreprise dans une croissance qui est rapide comme la vôtre? Ben là, vous mettez le doigt sur un des problèmes classiques auxquels les sociétés qui grandissent sont confrontées, c'est-à-dire c'est un peu la bataille entre les nouveaux et les anciens. C'est-à-dire que pour qu'une société grandisse, on a besoin de faire entrer un peu du sang neuf, des gens qui viennent avec une expérience différente, qui viennent avec une vision différente et qui vont venir un petit peu permettre à la société de grandir et de confronter ses propres certitudes avec des visions différentes. C'est ce qui amène la richesse. Et on est souvent confronté à une espèce de confrontation entre, je dirais, cette vision nouvelle qui est apportée par des nouveaux, et puis ceux qui sont là depuis le début et qui considèrent qu'ils ont une légitimité qui est liée à leur statut d'ancien. Et donc voilà, c'est un des éléments qui est pas toujours facile à gérer et qu'on essaye effectivement, en tous les cas, de mener à bien. Et on fait comment? C'est beaucoup je dirais, c'est la gestion de l'humain. C'est la gestion de l'humain, c'est valoriser les gens qui sont en interne, valoriser en accord avec leurs propres compétences, les faire grandir, sans les mettre en position, je dirais, d'échec, parce qu'on les a mis à un niveau qui est peut-être au-delà de leurs propres compétences, et puis arriver à leur montrer qu'effectivement, les personnes qui rentrent ne sont pas là pour les mettre en danger. À l'inverse, on a parfois aussi un réflexe de la part des gens qui viennent avec une vision différente, qui ont l'impression que ce qu'ils ont appliqué de par le passé est la vérité. Et ils essayent de répliquer exactement ce qu'ils ont connu précédemment. Et donc il faut leur expliquer également que c'est une autre société, c'est une autre expérience. Et voilà. Donc c'est un équilibre en permanence sur lequel on essaye de jouer. Vous embauchez plutôt des gens qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises ou des jeunes qui sortent de formation? Un peu les deux. Un peu les deux. On embauche à la fois des jeunes diplômés et on embauche également des gens qui sont plus expérimentés. C'est vrai que ces dernières années, on a quand même recruté pas mal de gens assez expérimentés, puisque la société grandissant, on a créé un certain nombre donc, de services et on met à la tête de ces services des gens qui, par définition, sont un peu expérimentés, mais on continue à embaucher beaucoup de jeunes ingénieurs, de jeunes diplômés d'une façon générale. On travaille beaucoup également avec des stagiaires qui sont extrêmement importants pour nous, non pas pour, je dirais, la société qui n'en a pas nécessairement besoin, mais par contre, c'est une formidable façon pour nous de détecter les talents, et c'est un moyen de recrutement important pour nous. Et puis, au-delà de cela, on pense que c'est important que la société soit aussi au cœur, je dirais, du processus de formation. Par exemple, chaque année, on prend des jeunes écoliers qui sont dans leur stage, je dirais, de découverte.
Donc, bien évidemment, ça n'a aucun intérêt pour nous, c'est une perte de temps. Le stagiaire de troisième. Voilà, stagiaire de troisième, c'est une perte de temps et je dirais d'énergie, mais par contre, on pense que c'est notre rôle également de contribuer et de faire connaître notre métier auprès du monde scolaire et étudiant. Alors l'aventure Rosa a commencé il y a 9 ans, donc si je comprends bien. Dans 9 ans, vous êtes où? Très bonne question, très bonne question. Écoutez, notre ambition, elle est très grande. Nous, on considère qu'aujourd'hui, le monde de la robotique chirurgicale, d'une façon générale, va prendre un rôle prépondérant dans les années à venir. Il y a de très nombreuses études qui montrent que le marché de la robotique chirurgicale, qui représente près de 3 milliards de dollars, devrait atteindre une vingtaine de milliards de dollars à horizon 2019. On a une accélération extrêmement forte et on souhaite jouer un rôle majeur, effectivement, dans ce secteur qui est en train de se constituer. Il y a des concurrents là, qui se développent? C'est plutôt des grandes entreprises, plutôt des startups? C'est par définition des startups, mais des startups qui peuvent devenir grandes, puisque la société qui est un petit peu le leader dans la robotique chirurgicale, c'est une startup d'une quinzaine d'années maintenant, qui aujourd'hui a une capitalisation boursière, puisqu'elle est cotée au Nasdaq, de plus de 16 milliards de dollars, qui réalise plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un résultat net de plus de 800 millions de dollars. Donc, c'est une start-up qui aujourd'hui fait plus que Renault et Peugeot réunis, quoi. Je vois que c'est l'objectif que vous fixez, de le dépasser. On est ambitieux, on s'interdit rien, on va dire. Okay. Merci Bertin Naoum pour votre témoignage et j'espère que cela va donner l'envie à des étudiants qui suivent le MOOC de développer eux-mêmes leurs entreprises, de les créer et d'être dans des logiques de croissance. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.